Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle opus de Rabbin dans la Cité, avec au programme les différents courants dans le monde religieux. Alors le Talmud nous explique qu'il y a Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah. Et du coup, la question qui revient souvent, mais pourquoi autant de différences? Est-ce que véritablement ça apporte quelque chose? Ou au contraire, finalement, ça participe à désolidariser, à désunir le peuple juif. Alors on a, pour tenter de répondre à ces questions, le Rav Mordechai Bitton qui revient dans cette émission. Et alors, il est thérapeute de couple, il y participe beaucoup sur Torah Box, notamment sur les questions d'actualité. Il a adopté, donc, dans une autre vie, il avait d'autres courants du judaïsme, d'accord, un courant plus militant, puisqu'il est ancien président de l'UEJF. Et du coup, il va nous aider, Bezrat Hashem. Il connaît bien les problématiques de Chassidim, d'Ashkenazim, Sfaradim, qui sont des questions justement extrêmement prégnante, d'accord, dans le monde israélien. Et Rav Kremezi, alors Rav Kremezi, c'est quand même certainement... Alors Rav Kremezi, il a beaucoup voyagé dans sa vie, d'accord, il était en France, il connaît bien le monde chassidique, le monde américain, le monde canadien, peut-être un peu moins le monde clanique israélien. Beaucoup moins. Et est-ce que c'est plus mal? Je ne sais pas, on va certainement aborder pendant l'émission, mais en tout cas, du moins, c'est ce qu'on va essayer de faire donc, avec Rav Kremezi, qui est, outre la ligne d'écoute, etc., est le pilier de notre émission. Eh bien, donc la première question qui se pose, c'est justement pourquoi, c'est finalement quelles sont, alors Rav Bitton, les grandes différences qui existent entre le monde Sfarad et le monde Ashkenaz. Alors juste un point de statistique. On sait qu'on n'a pas le droit de dénombrer le peuple juif, mais il faut quand même savoir qu'au niveau mondial, on est à peu près à 20-22% de Sfarad, d'accord, et le reste d'Ashkenaz. Alors je sais que c'est une statistique qui fera, en France du moins, extrêmement jasée, puisque en France, le monde Ashkenaz, il est réduit vraiment à peau de chagrin. Mais en tout cas, en Israël, le monde Ashkenaz est bien plus étendu, et aux États-Unis, n'en parlons pas. Donc du coup, pour vous, Rav Bitton, d'accord, c'est quoi les grandes différences entre, puisque avant tout, c'est monde Sfarad, monde Ashkenaz, avant de rentrer dans les subdivisions? Je crois qu'il faut prendre de la hauteur dans ces débats et dans ces problèmes. Le monde sfarade, en fait, du Maroc jusqu'à l'Afghanistan, c'est un judaïsme qui a été, c'est un judaïsme qui s'est exporté finalement à partir de la destruction du premier temple et à partir de la destruction également du deuxième temple. Donc des juifs se sont installés de manière régulière du Maroc jusqu'à l'Afghanistan, ce qu'on appelle le monde sfarade. Ce monde-là, il a eu ses grands maîtres. Alors, les plus récents, Rav Ovadia Yosef, c'était le dernier en date, qui venait d'Irak, et Baba Saleh au Maroc, etc., pour citer des noms qui sont célébrissimes, le Ben Ishraï en Irak. Et en fait, comme dans le monde ashkénaze, c'est-à-dire chez les chassidim, chez les litaïm, les lituaniens, avant eux le judaïsme allemand, les chassidim allemands, les pieux allemands. Au milieu de tout cela, le judaïsme séfarade, qui est un judaïsme d'Espagne, dans lequel on a eu Ramban, on a eu Nachmanide, mais on a aussi un grand maître ashkénaze qui était le Roche, qui est arrivé là-bas. Pourquoi je cite tous ces noms et pourquoi je dis tout ça? En fait, tous ces gens-là ont reçu une Torah. Une Torah qui a voyagé à partir de Bavel et à partir d'Eretz Israël et qui s'est répandue dans le monde. Et en fait, ces grands maîtres ont eu des discussions, comme les maîtres de la Gemara, comme les maîtres de la Mishnah, ont eu des discussions de halakha. Et pour comprendre un petit peu cette notion d'abord de différence, il faut d'abord poser finalement la date de naissance de ces différences. Où est-ce que sont nées les différences? Elles sont nées lorsque sont nées les grandes marloktot, les grands courants de pensée et les grandes discussions dans la Mishnah et dans la Gemara. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un Tosfot qui se trouve dans Chagiga, à page 16, et qui dit comment sont nées les marloquettes. Il dit les élèves de Beth Shammai et les élèves de Beth Hillel ont commencé à un peu moins servir et écouter leur maître. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'oubli s'est installé dans le peuple juif et il a fallu lutter pour retrouver la vérité. Alors il y avait deux sortes de gens. Il y avait ceux qui luttaient, les Shem Shamaïm, de manière désintéressée, qui voulaient promouvoir la vérité et qui finalement ont créé ce Shivim Panim la Torah, ces 70 facettes de la Torah. Chacun en fonction de l'inclinaison de son âme, de son nefesh, de son psychisme, de sa compréhension humaine et sa compréhension de son rôle sur le plan spirituel, a en quelque sorte dévoilé des facettes de la Torah. Ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de différence et de dispute entre tous ces gens-là. C'est dans l'ère moderne, entre au départ
les Chassidim et les Litaïm, qui a eu des grandes disputes, on va y revenir après. Pourquoi ? Parce que les Chassidim sont apparus après le faux messie de Shabtai Tzvi et que les grands maîtres lituaniens ont craint que ce mouvement ne dérive vers une autre forme de faux messianisme. Mais une fois que cette ambiguïté a été levée, on voit aujourd'hui qu'il y a des différences dans la manière d'appréhender le service divin, dans la manière d'approcher l'étude, mais en fait, au fond, ces grands courants appartiennent aujourd'hui à ce qu'on appelle l'orthodoxie un petit peu partout dans le monde. D'abord, le point de départ, il est là. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, aux dernières élections, très intéressant, c'est que finalement, le monde orthodoxe aurait très bien pu, et c'est uniquement pour des raisons électorales, mais le monde orthodoxe est tout à fait enclin à avoir un seul candidat. D'accord ? Électoralement, ils se sont dit, attends, c'est dommage, une seule liste. C'est dommage, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a une proximité d'idées, de chemin de vie, d'accord, de chemin de fer de vie, d'accord, qui est extrêmement proche. Et ça, c'est vrai que, et c'était très intéressant, ce débat-là de savoir si on présente un candidat ou pas, et finalement, c'est Rav Shalom Cohen qui a tranché en disant non, pour Chasse, c'est plus intéressant parce qu'on peut, nous, récupérer des voix de gens qui ne seraient pas nécessairement orthodoxes, qui ne seraient pas enclins. Et donc, on pourrait, Chasse, normalement, doit pouvoir balayer plus large. Donc, c'est dommage parce qu'on perd des voix, mais qu'en réalité, tout le monde était OK. Ça veut dire que ce qui réunit ces gens-là aujourd'hui en Eretz Israël, finalement, c'est l'approche du Limud Torah. C'est que cette approche, elle est commune aujourd'hui. Le monde sfarade, le monde avec des variations, évidemment. Mais il y a quand même une approche commune qui est la centralité de l'étude. Alors, combien de temps ça dure, comment c'est véhiculé ? Là, ici, il s'agit de variations qui sont des variations qui sont anciennes, là aussi. Dans le judaïsme marocain, par exemple, on n'avait pas de problème à ce que les gens se lèvent très tôt le matin, étudient le matin, aillent ensuite travailler, reviennent ensuite à la synagogue, étudient, etc. Et comme ça, un judaïsme florissant. La même chose, le père de Rav Ben Zion Abba Shaul et le père de Rav Ovadia Yosef ont appris avec Rav Tzadka Chutzin, qui était un envoyé du Ben Ishraï. Alors il apprenait à ces deux, un qui était cordonnier et un qui était épicier, et il les prenait le matin donc pour qu'ils étudient après la tfila du Netz, ensuite après ils allaient à leur business, et l'après-midi ils ne repassaient pas par la maison, ils revenaient directement étudier avec eux. Alors on lui demandait, pourquoi avec ces gens-là qui sont des simples cordonniers, des simples épiciers, tu fais de la Gemara et tu fais des commentaires complexes de la Gemara. Il disait, si je fais avec eux des Teilim et des Midrashim, leurs enfants peut-être liront Teilim. Il faut les sensibiliser d'abord à l'importance du limoud, et leurs enfants sont devenus Rav Ben Zion Abba Shaul et Rav Ovadia Yosef. Et cette approche-là, aujourd'hui, c'est l'approche la mieux partagée aujourd'hui dans le monde de la Torah et d'une manière générale dans le monde religieux. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une certaine unité. Malgré tout, pour autant, il reste encore un certain nombre d'ambiguïtés qui n'ont pas été levées, mais on est à 1 mètre d'y arriver, effectivement. On est beaucoup plus proche. Rav Kremezi, vous sentez beaucoup les différences Sfarad, Ashkenaz aux États-Unis, enfin au Canada ? Tout d'abord, je vais revenir sur ce que vous avez dit, que le peuple juif différemment et qu'on est séfarade ashkenaz et que ça a l'air un peu différent et qu'on serait peut-être mieux d'avoir un judaïsme à l'unisson. Je voudrais reprendre ce que le Harizal a dit, que Yaakov Avinu avait 12 enfants. Chacun avait une différente avodat Hashem. Réhouven, pas pareil que Shimon, Shimon, pas pareil que Lévi. Donc, croire qu'on doit tous servir à Kadosh Baruch Hu de la même façon, je pense que ce n'est pas ça le but du judaïsme. De la même façon, quand dans une armée, nous avons l'armée de terre, nous avons l'armée de l'air, nous avons les chars, nous avons les différents groupes dans l'armée, les parachutistes. Pareil dans Akadosh Baruch Hu, il y a différentes façons de servir Akadosh Baruch Hu, et chacun des Shvatim avait une autre façon de servir Akadosh Baruch Hu. Les Sfaradim et Ashkenazim sont pareils, malgré que, à part les machloktot dans la halakha, à savoir le Rambam et le Shulchan Aruch d'une façon, de l'autre côté, le Rama et le Tosfot et le Rosh d'une différente façon. Je pense qu'il est nécessaire de comprendre qu'il y a derrière la halakha une différente mentalité en servant à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais peut-être prendre 1 minute pour expliquer. Nous avons 2 façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Nous avons une façon qui s'appelle l'atnimut, la simplicité. Nous avons une façon de servir à Kadosh Baruch Hu qui s'appelle la chokhma, à travers l'intellect. On sait pertinemment, sans vouloir vexer personne, parce que je pense que les 2 sont nécessaires véritablement, le monde séfarade a servi à Kadosh Baruch Hu avec une tmimout beaucoup plus grande que dans le monde ashkenaz. L'intellect a été au second plan par rapport à la Emunah Pshuta. Qui ne peut pas se rappeler de nos grands-parents, de nos grands-mères, qui ne savaient peut-être pas lire,
pas écrire, mais pourtant qui étaient imbibés d'une émounat Hashem qui était très, très, très profonde. De l'autre côté, le monde ashkénaze a servi Hashem avec plus de chokhmah, mais pourtant, on sait ce qu'un de nos grands maîtres a dit un jour, nous avons le chacham et l'inverse du chacham dans la Haggadah de Pessah que nous avons lu, c'est le rachat. Avec la chokhmah, on peut servir Hashem dans la splendeur, mais quand on utilise sa chokhmah à mauvaise escience, alors on peut devenir de l'autre côté mécréant. De l'autre côté, nous avons la tmimout, la simplicité, et le revers de la médaille, c'est le shenoyodé alishol, la personne qui va pas savoir. Dans le monde séfarade, on a servi Hashem avec tmimout, et malheureusement, ça nous a apporté à une génération qui a perdu cette mimout et qui a oublié Akadosh Baruch Hu. Mais je pense que le point fondamental entre le séfarade et l'ashkénaze, c'est à savoir comment vouloir servir Akadosh Baruch Hu et qui est indépendante de la halakha. Est-ce qu'on suit tel Shulchan Aruch ou le Rama ou les poskim ashkénazes? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de savoir Akadosh Baruch Hu. De plus, est-ce que par exemple, où nous mettons la Kabbalah? Est-ce que la Kabbalah prend une place importante dans nos coutumes de faire? On sait que le mot séfarade vient du mot pardes, chat, remez, drash, sod. Le monde séfarade, qui veut dire le samer par le sod, les mondes séfarades a préconisé le monde kabbalistique au départ, donc de le samer séfarade, et par la suite, le pshat, le remez, le drash. À l'inverse, le monde ashkénaze, c'est plus réservé à une tradition telle qu'elle, suivre la halakha sans Kabbalah. Donc on a des différences qui sont autres que les halakhot, qui sont d'une façon différente de servir à Kadosh Baruch. Alors, le Rav Biton a commencé à en parler, mais en tant que chassid litaï, puisque vous êtes un petit peu, vous représentez pas mal de courants en même temps, comment vous, finalement, vous ressentez, vous pouvez expliquer la profonde scission qui a animé le monde ashkénaze depuis l'avènement du Baal Shem Tov. Donc Rav Biton a commencé à expliquer finalement qu'un des grands problèmes du Gaon et un des grands problèmes du monde lituanien, c'était de savoir est-ce que finalement ce Baal Shem Tov avec son nouveau courant qui plaçait plus la Torah sur un monde physique que sur un monde spirituel, eh ben, n'était pas en train de nous créer une nouvelle secte. Et bien derrière, aujourd'hui encore, d'accord, finalement on a une scission très profonde, d'accord. Et comment vous pouvez expliquer que cet écart, parce qu'en fait la vraie question sous-jacente entre Sfarad et Ashkenaz, c'était est-ce qu'ils sont capables de s'entendre malgré ces différences à l'Afrique, parce que c'était ça surtout le problème. Le problème c'était pas tant de dire effectivement ils sont différents, mais est-ce que dans ces différences-là, ce que vous dites là, est-ce qu'un Ashkenaz justement il peut valoriser ce rapport au Pardes? Est-ce qu'un Sfarad Tamim il peut valoriser ce rapport au Pilpoul, au Talmud? C'est ça la question. Tout d'abord, je pense que les Sfaradim sont beaucoup plus proches des Chassidim que du monde litaï. La façon et l'approche de servir les mitzvot dans un monde chassidique représente et ressemble énormément au monde séfarade, avec cette chaleur, avec cette volonté, avec cette beauté que nous avons connue. Moins de technicalité et moins de technique que dans le monde ashkénaze, qui est très catégorisé d'une certaine façon, mais avec malheureusement très souvent mal comprise et moins de sentiments dans les mitzvot. Donc d'abord, je pense que le monde chassidique et le monde séfarade se rapprochent énormément. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de séfarades qui se rapprochent de Lubavitch, qui se rapprochent du monde Breslev, parce qu'ils sentent une compréhension et une façon de continuer tout en étant séfarade avec cette chaleur à l'intérieur. Je pense que le monde chassidique et ashkénaze n'a rien à voir avec le monde de la halakha, parce que les ashkénazim et les chassidim, dans la halakha, il n'y a pas tellement de différence, mais il y a une différence fondamentale qui a été créée par le Baal Shem Tov, qu'il faut le savoir, à savoir le concept du Rav. Dans le monde chassidique, il y a un concept qui s'appelle le Hadmour, le Tzadik, où chez eux, et dans le monde chassidique, toute la Torah, elle va être créée et elle va être transmise par ce Rav, et qu'on ne peut pas devenir une personne et un juif religieux accompli sans avoir un Rav vivant qui va nous aider à pouvoir grandir dans notre Avodat Hashem. À l'inverse, dans le monde litaï, le Rav...
Il y a Rav Bitton qui veut intervenir, là je sens qu'il veut. Mais au-delà de ça, le Rav vivant pour Breslev et pour Chabad, on a un problème là. Non, je pense que Rabbi Nachman lui-même a écrit dans la Torah 19, dans l'Ikouté Moharan, que malgré que nous avons un maître spirituel, il est une obligation, et il écrit noir sur blanc Rabbi Nachman, que malgré que nous avons des livres, il est impératif d'avoir un Rav vivant. Regardez dans l'Ikouté Moharan, Chelek Aleph Torah Yutet. Donc je ne pense pas que Rabbi Nachman a omis de faire ça. Il y a le maître à travers les livres, et nous avons toujours eu des manigim, des personnes qui vont nous guider physiquement à servir Akadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours. Rav Kremes et Rav Bitton. Oui, alors, pour revenir d'abord sur ces références, il faut savoir que le Harizal a écrit que lorsqu'il partirait, il y aurait trois personnes qui viendraient terminer son travail. Parce que le Harizal n'a pas pu dévoiler l'ensemble de la Kabbalah. Et finalement, il y a trois personnes qui sont venues coup sur coup. Un qui est le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui a écrit Le Sentier des Justes, le Messilat Yesharim, et qui a dévoilé la Kabbalah, les notions de la Kabbalah, au niveau philosophique, on va dire, au niveau conceptuel, au niveau de la pensée, et qui a permis d'ancrer cette pensée dans l'éthique, dans le moussard, dans le travail sur soi, parce que le Messilat Yesharim et le Derech Hashem, les voies de Dieu, sont des livres de base dans la pensée, dans la Hashkafa et dans le travail sur soi. Ensuite, après est venu le Baal Shem Tov, qui a dévoilé les secrets de la Torah dans le Ham, dans le peuple, et qui a permis au peuple de s'élever et d'accéder aux profondeurs de la Torah par une manière de servir Hachem, c'est effectivement tourné vers, on va dire, la spontanéité, la joie, cette espèce d'explosion de sentiments et d'émotionnels, mais qui était toujours accompagnée d'une réflexion aussi, parce que le monde chassidique a produit des grands maîtres. Les premiers grands maîtres, le Maguide de Mézérich, la deuxième génération, étaient des très très grands amis des Chachamim, ils ont fait cette promotion. Et la troisième personne qui est venue, qui l'a dévoilé dans le monde des yeshivot, c'est le Gaon de Vilna. Et ces gens-là sont apparus pratiquement, ces maîtres-là sont apparus pratiquement coup sur coup. Ce qui me fait dire la chose suivante, c'est que finalement, ce qui réunit finalement ces trois courants, aujourd'hui, c'est quand même d'une manière ou d'une autre, le Sod. C'est-à-dire l'approche des secrets, l'approche de la Kabbalah. Et finalement, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les textes du Mirtav Meliaou, le Mirtav Meliaou a fait une véritable révolution, parce qu'à Kelem, qui était la ville du Moussard, on n'étudiait pas la Kabbalah. Mais lui, il a pris des textes de la Kabbalah, et il est donc la deuxième génération, et il a mêlé des enseignements de la Kabbalah et des enseignements chassidiques aux enseignements du Moussard. Rabbi Chaim de Vologine, qui était élève du Gaon de Vilna, en deuxième génération, a opéré une synthèse entre des enseignements de la Kabbalah, dans le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, des enseignements chassidiques, qu'il a un peu repris, bien qu'il a largement combattu, mais il a aussi opéré une certaine synthèse. Et les chassidim eux-mêmes, en retour, se sont passionnés pour ce que vous appelez tout à l'heure le pilpoul. Dans les yeshivot des chassidim, on s'est aussi passionné pour les dikdukim, les précisions, les pilpoulim, comme on le faisait dans les yeshivot lituaniennes. Ce qui me fait dire qu'en vérité, ce qui a réuni tous ces courants-là, ça a été à la fois le limoud, l'étude, mais en même temps la recherche de la profondeur. Et aujourd'hui, où on vient, Rav Ovadia Yosef est passé par là, vous savez que Rav Ovadia Yosef a été un très très grand révolutionnaire, parce que lui, il a cherché finalement à expliquer au monde Sfarad que le Marad et Atra, le décideur ici en Eretz Israël, c'était Rabbi Yosef Karo, et non pas le Harizal, mais ce faisant, en unifiant en quelque sorte le judaïsme sfarad autour de Maran, autour de Rav Ovadia Yosef, autour de Rav Yosef Karo, ce faisant, il a ancré malgré tout le judaïsme sfarad dans une certaine recherche de la pnémiout, de l'intériorité des textes. Lui-même étudiait la Kabbalah. Il prenait finalement au niveau de la halacha le fait qu'on devait suivre Rabbi Yosef Karo, mais malgré tout, il a laissé, dans le sillage donc, d'un certain nombre de maîtres, il a laissé s'installer l'étude de la Kabbalah, mais comme contrepoint donc, de l'étude du Shulchan Aruch. Alors il faut le savoir, depuis 5 siècles, de toute façon, on vit dans cette révolution de la Kabbalah. C'est-à-dire, est-ce qu'on est finalement ancré dans la Kabbalah, ou est-ce que finalement on va vers la Kabbalah, ou est-ce qu'on sort de la Kabbalah, mais tout tourne autour de cette révolution. Il faut savoir aussi que ça appartient à la structure fondamentale de l'histoire du peuple juif. Dans la paracha de Shmini, on nous a raconté que Aaron donc, a vu ses 2 fils mourir, Nadav et Avihu. Et comme il s'est tu, il a mérité une révolution de la halacha, parce que Hachem s'est isolé avec lui et lui a révélé des halachot, chose qu'il ne faisait qu'avec Moshe Rabbeinu. De là, nous avons une matrice dans l'histoire, qui est qu'à chaque fois que surviendront des grands malheurs, il y aura un grand dévoilement de la Torah.
Après la destruction du premier temple, nous avons eu la Torah orale. Après la destruction du deuxième temple, nous avons eu l'inscription dans l'écrit de la Torah orale. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, nous avons eu la révélation de la Kabbalah. Et après la Shoah, nous avons mérité de venir ici en Eretz Israël, ce rassemblement ici en Eretz Israël, avec le fait que le monde de la Torah, dans toute sa diversité, se trouve ici. Alors, est-ce que ça a été galvaudé? Certains diront que oui, à juste titre, mais en attendant, le monde de la Torah a pu prendre pied ici en Israël et a pu se développer. Mais comment est-ce qu'il s'est développé? Il s'est développé, entre autres, autour de cette révolution de l'étude du Niglé, c'est-à-dire de la Gemara, de la Mishnah, mais en même temps de l'étude de la Kabbalah. Et en fait, notre génération est une génération qui vit, d'une certaine manière, cette recherche d'harmonie entre la pnimiyut à Torah, l'intériorité de la Torah, et l'extérieur. Tout le reste, c'est finalement le fruit de ce que disait Rav Kremezi. La Torah ne fait pas du tout la promotion de l'unité des comportements. Bien au contraire, dès le départ, quand le peuple juif a été constitué, il y a eu une diversité, même mieux que ça. Éloqué Avraham, éloqué Yitzhak, éloqué Yaakov. De père en fils, de grand-père à petit-fils, il y a déjà une modification. Chacun a un rôle. Alors, Rav Bidon, vous m'avez tendu une perche par rapport à l'arrivée, où finalement, aujourd'hui, on est Eretz Israël. D'accord? Si vous pensez Rav Kremezi, vous étiez évidemment pas né, mais qu'est-ce que vous pensez de cette volonté sioniste de promouvoir un seul Noussar? C'est-à-dire de promouvoir une façon de prier, parce que ça a été une façon qui a été extrêmement... Aujourd'hui, dans le monde orthodoxe, chacun est revenu, d'accord, fermement sur son... Rav Ovadia aidant, et le monde lituanien, le monde chassidique, non. Mais ça veut dire que cette volonté pendant des années d'avoir un seul Noussar, c'était pas une bonne chose finalement? D'avoir une seule liturgie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le premier à la vouloir, c'est pas les sionistes, parce que je pense pas qu'ils ont réinventé une roue, mais c'est le Harizal lui-même. Le Harizal lui-même, avec son Noussar, qui est, entre autres, le Noussar, ce qu'on appelle aujourd'hui Sfard, un peu séfarade, un peu ashkénaze, où de là a sorti le Teilat Hashem, un Noussar un petit peu du Balatania, mais le Harizal lui-même a dit qu'il y avait 12 tribus. Et chaque tribu avait un sha'ar, une porte céleste. 10 portes. Dans cette porte céleste, chacun des shvatim avait sa façon pour pouvoir prier. Dans les portes célestes, il y avait une porte, qu'on appelle le sha'ar hameached, la porte qui unifiait tout le monde, où toutes les prières pouvaient passer par cette porte. Le Harizal a pris un peu tous les nousraot de la tfila et a voulu qu'on choisisse un noussar où tout le monde pourrait prier, séfarade, ashkénaze, de façon à pouvoir unifier un petit peu et s'assurer que tout le monde puisse prier, parce qu'on ne connaît pas d'où nous venons, de quel chevet nous venons aujourd'hui, parce qu'on peut s'appeler Cohen et vivre en Tunisie, mais on peut avoir des arrière-grands-parents ashkénazes, on peut être appelé Rosenblatt, mais on peut avoir un grand-père qui était séfarade il y a 4-5 générations, donc pour unifier tout le monde. De ce noussar du Harizal, quelques nousraot sont sortis, entre autres le noussar Sfard, entre autres le noussar Edut HaMizrach que nous connaissons aujourd'hui, qui est aussi très très proche l'un de l'autre. À l'inverse, le Gaon de Vilna, lui a dit que le noussar que tout le monde devrait prendre est le noussar ashkénaze. Donc nous avons une marloquette clairement entre le Harizal et le Gaon de Vilna, à savoir quel était le noussar qui était Me'achet. Le Rav Biton a dit que la Neshama du Harizal était la 5e. Sur ça, c'est une très grande marloquette entre les Chassidim et les Litaïm, à savoir est-ce que le Baal Shem Tov qui était la 4e, et est-ce que le Gaon de Vilna était la suite ou n'était pas? C'est une des grandes discussions entre le monde litaï et le monde chassidique qu'elle devait être là. Donc les Ashkenazim ont suivi le Harizal en disant, le Gaon de Vilna, que le Noussar à être choisi est le Noussar Ashkenaz. Le monde chassidique et le monde séfarade ont choisi la Torah du Harizal, où il y a pratiquement très peu de différence entre les deux Nousraot, pour dire qu'il faudrait un Noussar qui était inclusif à tout le monde, où tout le monde devrait prier le même Noussar. Donc vous en pensez quoi finalement? Vous pensez qu'il faut qu'on pousse le Noussar Sfard? Je pense que le Noussar, comme si le Harizal, nous sommes séfaradim, je pense que le Noussar Sfard, qui est très proche du Noussar séfaradi, va un jour prendre aujourd'hui les majoritaires dans le monde, le Noussar Sfard par rapport au monde ashkénaze, qui devient de plus en plus, qui réduit. Si vous allez en Amérique, par exemple, la majorité des Beth Knesset,
et des yeshivot ont adopté le Nusach Sfard plutôt que le Nusach Ashkenaz. Le Nusach Ashkenaz perd du terrain de jour en jour en Amérique. Même à l'écoute, il y avait une Beth Knesset Nusach Sfard. Aujourd'hui, à part à la yeshiva elle-même, 90% des Beth Knessiot qui s'ouvrent à l'écoute sont du Nusach Sfard. Borough Park, Flatbush, Brooklyn et ainsi de suite. Il y a une réalité qui se crée que le Nusach Sfard grandit à l'inverse du Nusach Ashkenaz. Justement, je vais laisser Rav Bitton parce que je trouve ça intéressant. Il a une vision d'historien, une vision panoramique. Et s'il peut nous faire justement en Israël, pour Israël, un prisme, une évolution justement des différentes keilotes et différentes façons de prier. En Israël, on a eu un problème majeur. Vous l'avez dit, les courants sionistes ont tenté d'unifier. Mais moi, je dirais que cette tentative d'unification, elle est politique. C'est presque une tentative qui va avec ce que j'appellerais de la soviétisation. C'est une acculturation artificielle où on essaye comme ça de priver les gens de leur passé. Mais ça participait aussi de l'idéologie des premiers sionistes qui était de créer l'homo israelicus, c'est-à-dire un juif débarrassé de la galoute et autres, etc. Ils sont passés comme un homme privé de mémoire. Bon, on sait aujourd'hui que ça a complètement loupé, Baruch Hashem, et donc finalement cette tentative de créer un Nusach, elle s'inscrivait un petit peu dans cette idéologie. C'est du nationalisme liturgique. En venant ici en Eretz Israël, il y a eu des choses plus importantes que ça. En fait, toutes les communautés qui se sont rassemblées ici ont cherché cette unification, parce qu'on est finalement dans le domaine de la Torah. On est à la fois dans la gestion des diversités, mais on cherche aussi, d'une certaine manière, l'unification. Pourquoi Rav Ovadia Yosef a pu rentrer en contact, a pu rentrer en conflit? Moi, j'ai étudié chez Rav Mordechai Eliyahu. Donc, j'ai vécu de très très près ce conflit entre Rav Ovadia Yosef et Rav Mordechai Eliyahu, entre le Ben Ishraï, c'est-à-dire finalement ce que disait Rav Kremezi, c'était cette révolution de la Kabbalah, et vient un Chachan, un révolutionnaire qui s'appelle Rav Ovadia Yosef, et qui dit Maran. D'accord. Donc il y a eu ici quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui s'est joué en fait autour de ça? Lorsqu'on s'approche de l'ère messianique, pour tous nos sages, qu'on n'ait pas l'air ici d'être des rêveurs américains, des preachers, American preachers, que les choses soient bien claires, pour tous nos sages, on est rentré dans l'ère pré-messianique depuis déjà pas mal de temps. Cette ère-là est une ère qui conduit vers une certaine unification. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est finalement, ce que Rav Ovadia Yosef a voulu faire, c'est sensibiliser. C'est pas son projet, parce que lui, il avait un projet au niveau de la halakha. Lui, il pensait, du point de vue de la halakha, qu'il fallait suivre Maran et qu'il fallait suivre le Mara Deatra, c'est-à-dire le maître des lieux, qui est Rabbi Yosef Karo. Mais ce qui va avec ça, c'est que dans la logique de l'ère messianique, on va sensibiliser les gens à cette notion de Echad. Dans le peuple juif, il y a toujours eu deux dimensions. Il y a la dimension de Aaron et la dimension de Moshe. La dimension de Aaron, c'est la dimension du shalom. Je peux me plier et faire le shalom avec quelqu'un, mais je n'en pense pas moins. La dimension du Echad, c'est que vous et moi, on a deux histoires différentes, mais on met les mêmes téphilines. Deux femmes sont différentes, mais elles prélèvent la même chala. À l'approche du dévoilement messianique, on va en quelque sorte chercher ce Echad. Et je pense que c'est un peu vers ça que c'est allé. Mais d'une autre manière, en prenant les choses maintenant d'un autre mot, on ne peut pas gommer des différences de tradition qui ont 500, 600, 700 ans. La psycha, l'art de la décision ilchatique n'est pas né hier. Il n'est pas né il y a 60 ans. Il est apparu déjà depuis l'époque de la Gemara. Donc c'est quelque chose, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas renoncer. Numériquement en Israël, aujourd'hui, vous pensez que l'évolution justement des différents courants, vous pensez que comment vous le... c'est fait de manière très marquée, c'est-à-dire que le courant sfarade aujourd'hui, effectivement, autour du Nusach du Harizal, le courant sfarde, effectivement, qui est donc aussi au niveau du Harizal, mais qui ne gagne pas du terrain dans les synagogues ashkénazes et dans les yeshivot ashkénazes, où là, c'est le Nusach ashkénaze. Et je vais vous dire, ça va même très très loin, c'est qu'il y a toujours des directives qui sont marquées sur le Haboud. Et la personne qui prie devra prier dans un sidour ashkénaze, elle devra prier avec une prononciation ashkénaze, et on va bien veiller notamment à ce que les Russes, qui sont arrivés ici en Israël, aillent dans le sens de la prononciation qui était celle des Lituaniens et non pas celle de Nusach. Donc il y a ici en Israël, et ici on va dire ce qu'on appelle une certaine shvatiyut, c'est-à-dire cette répartition en tribus, mais en même temps ça correspond à des traditions qu'on ne peut pas gommer. Alors, ça fait 20 ans que vous êtes en Israël, d'accord? Est-ce que vous avez connu, peut-être pas directement, mais en tout cas vous avez certainement entendu des dissensions extrêmement fortes, d'accord, entre Sfaradim et Ashkenazim. Et est-ce que comment vous voyez l'évolution de ces dissensions? Alors,
si là, on sort un petit peu de notre débat. On n'est pas ici sur le domaine de la machloket leshem shamaim, disons, de l'opposition désintéressée sur la halacha, sur la hashkafa ou autre, etc. On va dire, c'est notre débat. Notre débat, c'est aussi de comprendre comment finalement, au-delà de ces différences-là, ces différences peuvent être vécues comme un rejet de l'autre. Alors il y a ici un problème majeur ici en Israël, c'est que la politique occupe beaucoup de place et qu'il faut que ces différents courants puissent occuper une place politique. Et les Gdolim, au contraire des Gdolim américains, c'est pour ça que le judaïsme américain a été quand même très protégé de ce point de vue-là. Les Gdolim américains, les grands en Amérique, étaient assez opposés à ce que le monde de la Torah participe à la vie politique. Mais les Gdolim en Israël, le Chazon Ish en premier lieu, ont décidé le contraire. Il fallait absolument qu'ils soient là. Bon, l'histoire ici montre que lorsque les partis politiques Haredi ne sont pas au gouvernement, c'est une catastrophe. On vient de terminer aujourd'hui, de payer l'ardoise qu'a laissé Lapid lorsqu'il était au gouvernement et que les Haredim n'y étaient pas. Mais maintenant, de manière plus profonde, pour relier à faire le lien avec notre sujet, et il est certain qu'il y a un certain nombre de dissensions qui prennent des formes aujourd'hui horripilantes. Ça c'est clair, entre les Sfarades et les Ashkénazes. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a parfois des discussions qui prennent un tour un peu sordide entre le monde lituanien et le monde chassidim. Mais finalement, c'est absolument extraordinaire. Lors des dernières élections municipales, on l'a vu et on le voit ici, lorsque les Gdolim s'en mêlent, c'est-à-dire les grands des grands, ils s'en mêlent, et qu'ils attrapent par les oreilles tous ceux qui les entourent et qu'ils fixent les choses, c'est fini, tout ça disparaît et le public s'unifie. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'intimité ici entre le public et les Gdolim. Par-dessus la tête, finalement, des couches intermédiaires. Les couches intermédiaires organisent beaucoup la vie sociale, la vie économique. Mais il y a un moment, quand Raphaël Kanievski descend dans l'arène, quand Chacham Shalom Cohen descend dans l'arène, quand d'autres Gdolim, l'amour de Gour, descendent dans l'arène et qui disent voilà, c'est comme ça que les choses doivent se passer, tout le monde s'aligne. Ce qui est quand même très rassurant. Ce qui est intéressant parce que ça montre que finalement, il y a une grande maturité aujourd'hui, à la fois du tzibour, du public, et en même temps des askanim, des dirigeants des couches intermédiaires, qui comprennent qu'il y a un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir. D'accord. Et la dernière expérience malheureuse à Tibériade va certainement renforcer encore ça. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les gens comprennent aujourd'hui qu'il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. Il y a un certain dégoût dans le public pour des disputes vaniteuses. Je veux dire, les gens comprennent très très bien qu'aujourd'hui, on est dans des problématiques majeures aujourd'hui. Même au niveau de la politique extérieure, on a les Iraniens devant nous. On a des gens qui nous disent on va vous envoyer une bombe atomique sur la tête. Et ces gens-là ne font pas... La bombe atomique ne fera pas de différence. Donc je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Alors, en attendant la bombe atomique qui ne viendra jamais, Baruch Hashem, il y a une autre bombe atomique, la nôtre, qui est souvent l'approche négative, c'est le revers de la médaille, l'approche négative de la différence. La différence, elle est nécessaire, elle est là depuis le début. Donc il faut l'accepter, il faut vivre avec. Après-midi, vous avez vécu en France longtemps, vous avez vécu à Marseille aussi. Donc, du coup, Marseille, Paris, New York, Montréal. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que en Israël, vous avez un problème que Sfarad Ashkenaz, c'est pas seulement un problème de culture, c'est un problème d'argent. Ça veut dire quand on a des partis politiques qui sont représentés, alors quand le parti Chasse fait monter un certain montant d'hommes politiques contre la Agudat Israël ou contre Degel Torah, donc c'est des fonds qui vont de gauche et de droite. Donc déjà, à partir du moment où on parle d'argent, avec le respect que je dois à tout le monde, on est obligé de parler de parti pris. Ça veut dire que si on veut faire voter certains partis et qu'on sait qu'en ayant plus de députés, on reçoit plus d'argent, donc dès que l'argent elle est voué à savoir, donc c'est le débat il est faussé totalement, à savoir on n'est plus du tout dans le même concept. Je pense que normalement, et j'ai grandi à Marseille dans une école ashkénaze, j'ai grandi à Paris dans une yeshiva ashkénaze avec le Rabuton, on a étudié 3 ans ensemble à la même yeshiva, Baruch Hashem. Je ne pense pas qu'on a jamais ressenti le mot séfarade ou ashkénaze. Est-ce que tu étais un ben Torah? Est-ce que tu avais un chapeau? Est-ce que tu étais shomer Torah ou mitzvot? C'est essentiel. Mes enfants sont dans des écoles chassidiques. Mes gendres sont ashkénazes, des gens séfarades, des gens ashkénazes, Baruch Hashem. J'ai été élevé dans les plus grands yeshivot. Je me suis assis à la table des plus grands rébés de ce monde en étant un séfarade, pas appelé Kremizinovitch, en appelant Israël Meir Kremizi, en étant moi-même et pourtant de pouvoir vivre avec eux. La question c'est est-ce qu'en Israël vous auriez pu faire ça ou pas? Je vous ai expliqué au départ, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on est aveuglé par un système qui est que peut-être chacun a besoin de fonds pour ses mosdot,
Et quand on vote des partis politiques, donc on vote un certain aide financière pour tel parti ou tel parti, donc si on est déjà là, ça nous est beaucoup plus difficile. Je ne connais pas le monde israélien. J'ai jamais vécu en Israël. Je suis venu une fois en 10 ans et 10 ans une fois donc 2 ans en 20 ans. Donc je ne peux pas dire que je connais le monde israélien. Je n'ai pas grandi dans ce monde. À l'inverse, j'ai pu côtoyer des Gdolim, Bémet, Laura Vosner à Montréal. J'ai pu à l'écoute des Léador. Et je n'ai jamais ressenti, ni dans le monde chassidique, dans le monde ashkénaze, dans le monde à aucun niveau, ni que mes enfants, ni que mes filles, ni que mes garçons, ni que mes gendres n'ont ressenti cette différence séfarade ashkénaze. À l'inverse, c'est est-ce que tu es un homme de Torah ou tu n'es pas un homme de Torah. Je suis rav d'une Keïla ashkénaze, où dans ma Keïla, nous avons les chassidim, les ashkénazim, où nous sommes une Keïla entière, où nous voulons grandir dans Torah Yirat Shamayim. Je pense vous avez dit un truc très beau. Une fois, Rav Crémézy, vous m'avez dit qu'à Montréal, il y avait un seul Beddin. Un seul. Où tout le monde est dedans. Sfaradim, Lubavitch, Chassidim, Ashkenazim, l'unité, qui est la force du monde de Montréal. Vous comprenez juste que ça, c'est impensable en Israël. Je pense que c'est malheureux. Impensable. Ça, par exemple, je pense qu'avoir un Beddin, quand il y a un guet séfarade, des rabbinim s'assoient, quand il y a un guet ashkenaz, des rabbinim s'assoient, quand il y a un guet chassidique, alors il y a des chassidim qui s'assoient. Mais la beauté, c'est qu'il y a toujours un différent. Si c'est un guet ashkenaz, un rav séfarade va s'asseoir. Si c'est un guet chassidique, il y aura un rav ashkenaz ou séfarade pour faire montrer l'unité. On peut être pas d'accord dans la halakha, parce que nous avons, comme le Rabbiton a dit, nous avons 700, 800 ans d'histoire, à savoir le Rambam, et Rashi, les Baït Osfot, qui sont du 11e siècle et 12e siècle, qu'on ne peut pas effacer de notre histoire juive, mais je pense que ça ne nous empêche pas de pouvoir s'asseoir et pouvoir communiquer et être ensemble et pouvoir faire les choses correctement. Rabbi, donc, si vous pensez de ça. Ouais, je pense qu'il faut restituer à Eretz Israël sa tahara et sa pureté, expliquer comment ça fonctionne ici. Quand moi j'ai fait Balia, la dame qui nous a loué l'appartement nous a dit, vous savez, ici en Eretz Israël, tout s'est fait par couches successives. Et la dernière couche qui arrive, elle est toujours détestée des précédentes. Pour plein de raisons. Comme aux États-Unis. Voilà. Alors, comme aux États-Unis. Ici, les choses ont pris un tour. Ça fait de la peine, c'est qu'aux États-unis, voilà. C'était des couches de goy d'immigration. Ça a pris des couches, ça a pris cette tournure. Il faut savoir aussi qu'il y a ici un moment où dans l'histoire du repeuplement, parce qu'il faut comprendre, le repeuplement d'Eretz Israël, il a commencé avec les élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov. C'est le seul truc sur lequel ils étaient d'accord. Qu'il fallait, l'ère messianique qui avait commencé, il fallait venir. De 1795 à 1883, ils ont amené 50 000 personnes ici. Et ça a été les bases de la réimplantation des Juifs en Eretz Israël. Ensuite, après, à partir de 1881 jusqu'à 1973, jusqu'à la guerre de Kippour, c'était un establishment laïque qui a pris le dessus. Donc il y a eu des affrontements idéologiques, religieux, spirituels, sociétaux, extrêmement violents, qui se sont soldés par mort d'homme. Il faut se rappeler quand même que sur les ordres du président Ben-Zvi, a été assassiné un homme qui s'appelait Yaakov Dehan, et qui était en train de négocier avec les Anglais pour le compte donc, du monde de la Torah. Il faut se rappeler qu'au début de l'État, les madrichim de la Shomer HaTzaïr prenaient les jeunes enfants, coupaient les papillotes, jetaient les filets, etc. Donc il y a eu des affrontements qui sont extrêmement violents. Et donc, chacun a cherché d'une certaine manière à se protéger. On a cherché à la fois à agrandir le monde de la Torah, mais on a aussi cherché à se protéger. Et cette protection-là, elle a longtemps marqué les esprits. Aujourd'hui, on est dans un passage. C'est vrai, comme le disait Rav Crémézy, qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers dans les disputes, mais ça, on va dire que c'est la caractéristique numéro 1 ici en Israël, parce que finalement, les partis politiques ici se partagent un gâteau financier. Et les batailles sont âpres, parce qu'effectivement, entre la gauche et la droite, il va y avoir ici la possibilité de mettre la main sur des budgets. Ça n'est pas propre au monde Haredi. Bien au contraire, c'est que le monde Haredi doit avoir des représentants, et Shas et Dégel la Torah et les Chassim s'entendent très très bien pour ça, parce qu'ils comprennent très très bien qu'en étant unis sur le plan parlementaire, ils peuvent mieux faire valoir leur voix et obtenir un certain nombre de budgets, chose que tout le monde veut faire ici. La Histadrout, la gauche, les partis de gauche, l'armée, etc. Qui aujourd'hui ne tire pas la couverture au soir en disant quel budget je vais pouvoir prendre. Ça n'est pas propre au monde Haredi. Ce qu'il faut dire également, ça c'est un point aussi qui est important, c'est que s'il n'y avait pas de parti Haredi, s'il n'y avait pas de parti qui était présent à la Knesset, on aurait un vrai problème, c'est qu'on n'aurait pas accès au budget. Et donc, le simple fait que pour avoir accès à ces budgets, il faut aller à la Knesset, oblige, in fine, tous ces gens-là à se mettre d'accord.
D'accord? Alors, le reste, après, ça devient un peu du tribalisme. C'est vrai. Il y a ces problèmes-là ici en Israël, mais il faut le ramener à sa vraie dimension, parce que finalement, quand on doit prendre les décisions et quand on doit finalement se battre, on se bat ensemble. Quand Gafni était président donc, de la commission des finances, il s'est battu pour tout le monde. Il s'est battu littéralement pour tout le monde. Pour Chas, pour les institutions Sfarad, Ashkenaz, comme Aryeh Deri, comme tout le monde. Donc finalement, ces gens-là sont très 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 unis. Tous nos représentants sont finalement extrêmement unis pour défendre les intérêts du monde de la Torah. Donc en gros, ce que vous dites en creux, en substance, c'est que le Mashiach viendra à travers le budget de l'État. Je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas que le budget de l'État, il exprime quelque chose qui en apparence n'existe pas. C'est que finalement, in fine, sur l'argent, on finit toujours par se rejoindre. Et donc si on est capable de se rejoindre sur ça, on est capable de se rejoindre sur beaucoup de choses. Parce que l'argent, c'est un objet de déchirement. Or, quand vous voyez que Gafni, Deri et Litzman, finalement, lorsqu'il s'agit de répartir des budgets pour les institutions de Torah, ils s'entendent extrêmement bien. Tout le monde comprend que les rabbinim l'ont compris, tout le monde comprend que le public l'a compris. Et c'est pour ça que l'idée d'une liste unique a fait son chemin dans chose qui était impensable. Et bien cette idée, finalement, elle a fait son chemin. Parce que tout le monde comprend... Voilà, tout le monde comprend que les choses sont en train de changer maintenant. Et puis, il faut dire aussi autre chose. On a en face de nous un monde laïque qui est de plus en plus agressif sur des choses qui sont tout à fait fondamentales. On veut remettre en cause aujourd'hui le mariage, donc les lois du mariage, le statu quo civil. On veut remettre en cause aujourd'hui même les identités sexuelles. Il y a des groupes aujourd'hui qui veulent ici nous imposer la gay pride et les mariages pour tous. Donc, on a aujourd'hui des gens qui sont de plus en plus agressifs et sur des choses de plus en plus fondamentales. Donc, ce que parfois nous-mêmes on peut avoir un peu de mal à faire, les autres nous obligent à le faire, et donc on voit que cette unité aujourd'hui est une unité qui petit à petit fait son chemin. Il faut se rappeler aussi autre chose. Il a dit tout à l'heure, Arkamezi, on a grandi dans les mêmes yeshivot, on a grandi dans les mêmes endroits, Sfarad, Ashkenaz, on a poussé dans les mêmes serres, avec des rabbanim Ashkenaz la plupart du temps dans la génération d'il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui avec des rabbanim Sfarad. Et toujours avec le fond, le bruit de fond du Limoud Litaï, d'accord, du service divin chassidique et des chansons sfarades. Donc on est très unifiés d'une certaine manière aujourd'hui. Il faut quand même le savoir. Il faut regarder cette tahara, cette pureté. Il faut la voir, il faut la chanter, il faut la dire. Il faut encourager les gens à regarder les choses de cette manière-là. Alors juste pour finir, cette fois-ci c'est moi qui vais prendre le mot de la fin. Il y a un rave, le rave d'un des hôpitaux à Jérusalem qui m'a dit « Moi je pense qu'il faut avoir une tête lituanienne, une anaga chassidite, une conduite chassidite et un cœur sfarad. » Je trouvais que c'était joli, donc je donne à Rav Netanel Elbaz le mot de la fin et je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt, si Dieu veut, pour un autre rabbin dans la cité. Kvod Rabbanim, merci infiniment, à bientôt.